Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu tardive à destination des élèves de 4e. Et donc on va parler révolution industrielle sans plus attendre. Alors d'abord je voulais commencer cette vidéo par un petit erratum, c'est-à-dire que dans la leçon que je vous ai envoyée, j'ai fait une petite erreur de date. C'est le comble pour un historien. Je vous ai indiqué que l'illustration de la révolte des Canuts à Lyon était une image populaire imprimée à Belfort en 1934. Alors c'est bien sûr une erreur, on parle bien du 19e siècle et donc l'image a été imprimée en 1834, un siècle plus tôt. Une erreur d'un siècle pour un historien, c'est quand même pas banal. Bref, ce petit erratum passé, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes donc à l'entrée de ce deuxième thème d'histoire sur l'Europe et le monde au 19e siècle et on commence par la révolution industrielle. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'industrie qui va permettre à l'Europe d'affirmer sa domination sur le monde au XIXe siècle. Et donc c'est un sujet de premier plan. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'industrie? L'industrie, c'est un ensemble de moyens qui permettent la création, la fabrication de biens de consommation en masse. Alors c'est un moyen par un ensemble de moyens auxquels on associe différents termes de vocabulaire. Le terme d'ouvrier, d'ouvrière, le terme d'usine par exemple, de machine. Tout cela sont des choses qu'on retrouve au sein de l'industrie. On a donc dans des usines des ouvriers et ouvrières qui vont utiliser des machines pour fabriquer en masse des biens de consommation comme des vêtements, des chaussures, mais aussi de l'alimentation, aujourd'hui des téléphones, des avions, etc., etc. Une bonne partie des biens que nous consommons et que nous utilisons aujourd'hui sont créés selon des processus industriels. Comment ça fonctionne en réalité? Eh bien, les matières premières arrivent dans les usines, sont transformées au sein de l'usine dans une chaîne de production, ce qu'on appelle une chaîne de production, c'est-à-dire qu'à chaque partie de la chaîne, vous avez une étape différente de la création du bien, où vous avez différents ouvriers spécialisés, différentes machines qui interviennent à chaque moment de la création du bien de consommation à la fin. Donc au début, vous avez une matière première qui arrive à l'usine, et à la fin, vous avez un produit fini. C'est ce qui permet ensuite de l'exporter, de le vendre. Alors cette industrie, elle naît dans son fonctionnement actuel au XIXe siècle en Europe. Et c'est là un avantage majeur des Européens au XIXe siècle, d'avoir ce fonctionnement industriel qui va pouvoir leur permettre de s'enrichir et de dominer économiquement le monde. Alors maintenant, comment elle est née cette industrie? Puisque c'est bien ce qui nous intéresse aujourd'hui. On parle de révolution industrielle, donc d'un moment de naissance d'un nouveau système. C'est bien ce qu'on entend par le terme de révolution. Alors elle naît grâce à une innovation. Et là, je vais rentrer dans des considérations un petit peu complexes peut-être. Mais vous avez un économiste qu'on appelle Joseph Schumpeter. Et Schumpeter, il a eu une idée qui a fait grand bruit, selon laquelle le développement économique intervient toujours par une série d'innovations et d'inventions. Et c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Vous avez par exemple au début des années 1980, la création d'Internet, qui va déclencher la création de très grandes firmes, de très grandes entreprises qui vont se développer très rapidement jusqu'à aujourd'hui. Je pense notamment Google, Amazon, Facebook, d'autres grandes entreprises du numérique, et qui va permettre tout un tas de nouvelles innovations à côté. La naissance des smartphones, des tablettes, le Wi-Fi, etc., etc. Voilà ce qu'on appelle une grappe d'innovation. Il faut s'imaginer ça comme une grappe de raisin avec à sa base une invention, une innovation qui va en déclencher plein d'autres. Eh bien, c'est ce qui se passe au début du 19e siècle. À la fin du XVIIIe siècle, James Watt, un inventeur britannique, met au point sa machine à vapeur, qui n'est pas son invention propre, mais qu'il a perfectionnée, c'est donc une innovation. Et cette machine à vapeur, elle a un fonctionnement tout à fait simple. On chauffe de l'eau, qui va donc s'évaporer et se transformer en vapeur d'eau, et ce gaz, la vapeur d'eau, va faire bouger un piston et déclencher un mouvement mécanique, ce qui va permettre de faire fonctionner différentes machines. C'est un fonctionnement assez simple en réalité, mais qui n'avait jamais été mis au point de manière aussi perfectionnée. À partir de là, ce mouvement mécanique, cette machine à vapeur, va être utilisée dans absolument tous les domaines de la fabrication. On va l'utiliser pour perfectionner les métiers à tisser, et donc avoir une industrie du textile.
qui va permettre de fabriquer des vêtements et des draps, par exemple, en masse. Et ceci va concerner absolument tous les domaines de fabrication. On va pouvoir maintenant fabriquer des alliages métalliques plus résistants, notamment de l'acier, grâce au fonctionnement de cette machine à vapeur. On va pouvoir faire fonctionner des locomotives, et donc on va avoir la création du chemin de fer, qui va étendre son réseau à travers tous les pays d'Europe de l'Ouest extrêmement rapidement, comme vous le montre cette carte de l'évolution de l'étendue du réseau des chemins de fer en France au XIXe siècle. Voilà, on a un processus tout à fait étonnant. On va avoir la naissance d'usines partout dans les pays concernés. Cette machine à vapeur, elle naît en Angleterre et l'industrie va naître en Angleterre, mais elle va se déployer rapidement dans tous les pays d'Europe, notamment en France. Je prendrai ici un exemple, ce sont les usines du Creusot que je vous ai développées dans la leçon. Les usines du Creusot, elles sont possédées par une grande famille, les Schneider, on va revenir là-dessus. Et c'est un grand centre industriel en France au milieu du 19e siècle, où on fabrique de l'acier qui va permettre de fabriquer derrière tout un tas de structures métalliques. Là, on a une invention, comme pour l'Internet de nos jours, qui a déclenché plein de choses. Plein d'innovations, la création de plein de machines différentes et un développement économique énorme. C'est ça qu'entend Joseph Schumpeter, dont je vous parlais tout à l'heure, par cette idée des grappes d'innovation. On a une invention qui déclenche tout un processus et qui va permettre un développement économique à la fin. Et voilà ce qu'on appelle la révolution industrielle. Alors tout ça n'est pas sans conséquences. La révolution industrielle, elle va donner naissance à une opposition primordiale entre deux classes sociales. Ce qu'on appelle une classe sociale, c'est un groupe de personnes qui ont les mêmes intérêts au sein d'une société. Alors jusqu'à présent, nous dans la société qu'on connaissait en histoire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on avait une société qui était partagée en trois ordres, qu'on pourrait appeler trois classes sociales. Le tiers-état, la noblesse et le clergé, qui chacun avait des intérêts propres. Mais tout ça, depuis la Révolution française, c'est terminé. Et on va avoir naissance, ou en tout cas émergence, d'une autre classe sociale, la bourgeoisie marchande. Alors ceux-ci, ils sont déjà présents depuis plusieurs siècles, mais c'est là qu'ils vont trouver leur place importante au sein de la société, parce que c'en est fini des privilèges de la noblesse. Alors les bourgeois marchands vont pouvoir prendre une place très importante dans les décisions politiques, comme c'est le cas de la famille Schneider qui dirige les usines du Creusot. Alors plusieurs membres de cette famille Schneider vont être ministres, banquiers d'affaires, maire de la ville du Creusot, députés, etc., etc. Donc jusqu'à aller aux plus hautes sphères du gouvernement. C'est là qu'on voit que la bourgeoisie, elle prend un rôle prééminent au moment de cette révolution industrielle, et un rôle politique très important. En parallèle, on a la naissance d'une nouvelle classe sociale. Sur les cendres de ce qu'était le tiers-état, on a la naissance de la classe ouvrière. Vous avez des ouvriers dans ces usines qui naissent. Et ceux-ci vont rapidement se rendre compte que leurs intérêts sont les mêmes où qu'ils soient et quel que soit le domaine. Ils vont réclamer par exemple des journées de travail plus courtes, des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires. Tout cela vont faire partie des intérêts communs de cette nouvelle classe ouvrière. Alors ici, je dois faire une petite pause et vous parler d'un ouvrage qui sort justement en 1847-1848. Cet ouvrage, c'est celui-ci. Le Manifeste. Alors qu'est-ce que c'est que le Manifeste? Alors c'est un petit livre publié par Karl Marx et Friedrich Engels, qui sont deux penseurs, deux économistes allemands, et qui vont créer ce qu'on appelle le Parti communiste. Et donc c'est le manifeste du Parti communiste. C'est un parti ouvrier qui théorise une chose, c'est qu'il existe dans le monde un prolétariat, c'est-à-dire une classe sociale qui travaille et qui est à l'origine de la création des richesses. Mais une des particularités du prolétariat, donc qui est l'ensemble en réalité des ouvriers, qui est la classe ouvrière, c'est que c'est lui qui crée les richesses par son travail, mais ce n'est pas lui qui possède les moyens de production, ce n'est pas lui qui possède les usines.
Et ça, c'est déjà une analyse qu'on peut voir qui se vérifie. Effectivement, quand on a cette révolution industrielle, les usines ne sont pas possédées par les ouvriers, elles sont possédées par des grands bourgeois. Et donc Marx et Engels ont théorisé une opposition inhérente à ces deux classes sociales, bourgeoisie d'un côté, qui possède les usines et les moyens de production, et prolétariat, qui crée les richesses par sa force de travail, et des intérêts qui sont différents. La bourgeoisie, par exemple, va vouloir baisser les salaires le plus possible et produire de plus en plus dans le but d'augmenter son profit, d'augmenter son capital. Le prolétariat, lui, comme on l'a vu, cherche de meilleures conditions de travail, des salaires plus importants. Et donc là, on a une opposition qui est inéluctable. Et cette opposition, elle va prendre des formes plutôt violentes. Dans la leçon, je vous évoque la révolte des Canuts à Lyon, qui est une révolte ouvrière qui va être réprimée dans le sang. Et on en a aussi d'autres. Aux États-Unis, on a eu des massacres d'ouvriers qui manifestaient. C'est d'ailleurs l'origine de la fête du travail du 1er mai, qu'on vient de célébrer hier. Cette opposition entre prolétariat et bourgeoisie, elle est réelle. Alors après, ce qu'en font Karl Marx et Friedrich Engels, là, chacun est libre de penser ce qu'il veut là-dessus. Parce que ce qu'ils théorisent derrière, c'est que le prolétariat doit prendre le pouvoir. Les ouvriers doivent prendre le pouvoir et posséder les moyens de production que sont les usines et les machines, par une révolution et une prise de contrôle. Alors ça, c'est là qu'on rentre dans l'aspect politique de tout ça, et ce que va devenir le Parti communiste, qui a cet objectif-là, d'une révolution du prolétariat, une prise de pouvoir par les ouvriers. Donc on voit cette révolution industrielle, elle transforme profondément le paysage politique en Europe. On a la naissance du Parti communiste, on a cette importance énorme que prend la bourgeoisie marchande au sein des instances politiques. Donc j'ai pris là l'exemple des Schneider qui deviennent ministres, députés, etc. Et on a un changement des modes de vie, parce qu'avec la création de biens de consommation à grande échelle, les prix vont baisser et de plus en plus de monde va pouvoir s'acheter de plus en plus de produits. La vie change énormément et l'Europe se développe. C'est ici qu'on va s'arrêter sur la révolution industrielle pour aujourd'hui. On aura une seconde vidéo et un second travail là-dessus la semaine prochaine. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je sais que tout cela est un peu plus complexe qu'à l'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.